Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, la radio, mais également la chaîne 10 de la TNT activée pour vous pour ce soir. Et parlons de l'environnement. Et on est d'ailleurs avec l'acteur principal qui pourrait nous donner des précisions autour de cette thématique. Nous avons le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte représenté par son directeur, Monsieur Naïlan Atoumane. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Chiconi FM. Merci. L'ensemble des auditeurs, mais les téléspectateurs également, sont aussi appelés à rejoindre d'ailleurs cette belle édition à travers les réseaux. Vous pouvez d'ores et déjà nous poster vos doléances directement via la page bleue, la page interactive de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. Parlons de manière pragmatique de l'environnement à Mayotte. D'ailleurs, avant tout, nous avons besoin de connaître qu'est-ce que c'est le CCEEM de Mayotte. Donc le Conseil de la culture, de l'éducation, de l'environnement, donc c'est une institution qui a été créée en même temps que le Conseil économique et social, donc avec les lois de décentralisation de 2002. Donc à l'époque, Aimé Césaire, il avait souhaité que l'on consacre aux Outre-mer en fait une structure pour défendre les spécificités de ces territoires-là en matière de culture, d'éducation et d'environnement, mais pour qu'on soit dans une démarche d'intégration et non d'assimilation. Donc une institution qui est consacrée à défendre en fait les spécificités culturelles, éducatives et environnementales dans les Outre-mer. C'est pour ça qu'on ne va pas la retrouver au niveau national. Autant de thématiques autour de cette institution. Vous êtes un groupement d'intérêts ou comment se développent et évoluent vos actions? On est une administration en fait publique rattachée ailleurs aux régions, mais à Mayotte ici, comme c'est la collectivité, il a vocation à être une collectivité unique. Donc on est rattaché au département région de Mayotte. Et on dépend du département région de Mayotte uniquement en matière de moyens de fonctionnement. Mais sinon, en matière de fonctionnement de décision, ce sont des membres en fait de la société civile qui font partie de cette institution. Donc on a 22 membres en fait qui viennent de ces trois collèges-là, donc la culture, l'éducation et l'environnement. Et là-dedans, on va avoir quasiment 15 domaines d'intervention. Aussi bien dans la culture, on va retrouver des acteurs de la musique, de la danse, de la littérature et autres. Dans l'éducation, on va retrouver les acteurs de l'éducation populaire, le CROSS par exemple, l'université, les maisons d'édition. Et dans l'environnement, on va trouver des acteurs aussi associatifs que institutionnels, tels que la Fédération mahoraise des associations environnementales, l'ONF, en fait. Toutes ces structures-là qui sont nommées par arrêté préfectoral pour émettre des avis sur la politique du département dans ces trois domaines de compétences. Alors, la cadence entre ces deux thématiques, environnement, éducation, les deux vont de pair. Pourquoi pourrait-on les retrouver là maintenant? En fait, voire même les trois. Parce que quand on parle de la culture, nous, on a notre propre culture par rapport à l'environnement, à l'éducation. On a nos propres habitudes ici qui sont tout à fait pertinentes, qu'il faut prendre en compte dans nos différents domaines. On a toute une culture, tout un code qui est spécifique à Mayotte dans l'éducation des enfants. Au niveau de l'environnement, même chose. Donc on a nos spécificités, nos histoires, nos contes et légendes qui étaient racontés sur tel ou tel événement qui faisaient qu'on protégeait de manière naturelle notre environnement. Personne n'osait s'aventurer dans les rivières le soir parce qu'il y avait tout un tas d'histoires sur les djinns, sur les wanaïsa, même chose que dans la mangrove, et ainsi de suite. Donc on a nos propres valeurs ici qui sont tout à fait des valeurs et des principes et des codes qui sont tout à fait louables et qui ont contribué jusqu'à maintenant à valoriser cet environnement. Alors l'objectif de votre structure, je vois ici à travers vos rubriques, il y a la notion d'observatoire. Oui, parce que en fait, nous, on est là comme appui aux décideurs. Donc, on propose en fait des outils, des pistes d'action aux décideurs sur ces thématiques-là. Donc, on va s'intéresser pour les aider à prendre leurs décisions sur des données chiffrées que soit on va produire nous-mêmes ou que l'on va chercher et que l'on va synthétiser pour ensuite dire, bon, voilà,
Là, par exemple, on parle de l'Observatoire de la violence. C'est un outil qu'on appelle en fait les décideurs à mettre en place pour pouvoir éclairer leur politique en matière d'environnement enfin, d'environnement autour de l'éducation, et ce qui va permettre justement d'instaurer notamment en fait une sérénité au niveau de la société pour pouvoir permettre une émulation autour de l'éducation, mais aussi du développement tout simplement de Mayotte. Alors vous mettez en évidence la notion d'environnement, c'est plus large. Oui. Et l'éducation aussi derrière. Oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte que ces éléments-là, on ne peut pas les dissocier les uns des autres. On est obligé de prendre en compte tous ces éléments-là, parce que pour pouvoir protéger l'environnement, il faut toute une éducation derrière. Et cette éducation doit prendre aussi en compte les valeurs culturelles du territoire. Donc, d'où en fait cette démarche aussi du séminaire des acteurs de l'environnement, qui est une démarche qui a été commencée en 2021 et qui va se concrétiser, entre autres, par cette étape, parmi tant d'autres, puisqu'on a déjà fait des gros travaux derrière pour justement poursuivre en fait cette initiative qui a été impulsée en 2021. Merci de nous être fidèles. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs. Si vous souhaitez réagir, c'est maintenant, à travers la page bleue. Nous avons le séminaire, d'ailleurs. Vous nous introduisez tout à l'heure le séminaire qui arrive le 5 décembre 2024 à la Technopole de Dembéni de 8h à 16h. À quoi ça consiste, ce rendez-vous? En fait, c'est un rendez-vous, comme je le disais, qui n'est qu'une étape dans une démarche qui est déjà initiée depuis 4 ans maintenant, puisque c'est au début 2021 que la démarche a été impulsée. C'est parti tout simplement du constat des associations qui a demandé au CCE de s'approprier en fait la thématique de l'environnement, notamment face à tous les dégâts qu'on trouve au niveau de l'environnement, la multiplication des incendies, les déboisements, la sécheresse, les coupures d'eau, et on se rend compte que bon voilà, l'environnement il doit être pris en compte dans l'ensemble de ces paramètres-là, et on doit faire attention parce que quand on voit ce qui se passe sur le terrain, il faut absolument que les acteurs de ce territoire s'organisent pour qu'on puisse protéger cet environnement-là. Et donc, de cette saisine, le CCE a décidé de s'autosaisir en fait de cette démarche, et il a été proposé d'associer l'ensemble des acteurs pour arriver à des propositions et des pistes d'action concrètes. Et donc, l'idée, c'était bon, voilà, il faut qu'on se réunisse pour qu'on puisse se dire les choses et poser les choses pour pouvoir trouver ensemble des solutions. Et là est venue cette idée de séminaire des acteurs de l'environnement. Mais en même temps, les acteurs se sont dit, ben, on a déjà eu tellement de séminaires sur ce territoire et qui n'ont pas forcément apporté quelque chose. Donc, il faut qu'on prenne suffisamment de précautions pour que ce séminaire ne soit pas une fin en soi. Donc, il a fallu mettre en place en fait une démarche quand même assez innovante qui était, ben, on organise la réflexion en amont pour que le jour du séminaire, en fait, ce séminaire ne soit qu'une étape, et une étape de contractualisation pour des démarches encore plus pérennes. Donc, du coup, de ces réflexions, de ces concertations, il a été proposé, en fait, de s'organiser en plusieurs groupes thématiques et de travailler sur 4 thématiques différentes. Donc, il y avait la thématique tout ce qui concerne le défrichement, déboisement. Après, il y a la thématique, en fait, de tout ce qui concerne la mission de surveillance. Après, il y a tout ce qui concerne l'éducation et la communication. Et il y avait aussi le volet faire un diagnostic commun pour qu'on puisse être d'accord sur le point de départ. Alors, ce diagnostic croisé est fait avec quel acteur? Qui sont ces acteurs qui sont autour? En fait, il y a eu tous les acteurs de l'île. Là, par exemple, pour le diagnostic, c'était animé et co-organisé par, en fait, le CCE et l'Union nationale, donc l'UICN, donc l'Union nationale, l'Union de conservation
enfin l'UCN. Après, il y avait l'atelier sur tout ce qui est mission régalienne qui a été animé surtout par la DEAL. Après, on a eu l'atelier sur les reboisements qui était animé par l'ONF et le SRF. Et là, on associait aussi tout le monde. Et tous ces ateliers ont eu lieu sur différents endroits de Mayotte en fonction des aspirations de ces animateurs-là. Ce qui a permis de dégager plusieurs propositions et qui ont permis en fait de produire ensuite ce rapport qui recense l'ensemble des propositions des acteurs. Et il a été clairement dit qu'il fallait qu'à la fin, lors de ce séminaire, qu'il y ait la signature de quelque chose pour qu'on soit au début de quelque chose. Donc, il y a ces propositions ici. Il y avait aussi un projet là qui est en cours de préparation, de préparer un pacte de sauvegarde sur l'environnement terrestre de Mayotte. Donc, on en est à ce point-là. Donc, le 5 décembre, ça n'a pas été choisi par hasard. C'est la journée mondiale des sols. Et la proposition a été faite que, voilà, il faudrait que tous les ans, on revient tous sur la table, faire le point sur ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a amélioré, pour qu'on puisse ensemble, en synergie, avancer et toujours perfectionner en fait cette démarche. Alors, à travers votre revue de presse, vous marquez la synergie pour une meilleure coordination. Qui coordonne qui? En fait, l'idée c'était que voilà, quand on écoute l'ensemble des acteurs, ils sont arrivés à ce constat-là que tout le monde a des difficultés. Les moyens sont limités, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et donc l'idée c'était que pourquoi pas partir avec les moyens qu'on a, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Sans forcément regarder des moyens supplémentaires, mais juste avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, ils se sont rendus compte que peut-être qu'avec une meilleure synergie, une meilleure coordination, déjà en mutualisant les moyens, on pouvait mettre en place déjà un certain nombre de choses. Ce qui permettrait ensuite de prévoir des choses encore beaucoup plus importantes par la suite. Donc en termes de coordination, pour l'instant, c'est le CCE qui est une instance consultative qui anime et coordonne. Mais en fait, la mission du CCE n'a pas vocation à être opérationnelle, une structure opérationnelle. Donc on accompagne cette démarche en espérant que les acteurs opérationnels s'approprient par la suite cette démarche-là. Alors qui sont ces acteurs opérationnels qui mettraient en exécution et valider ces projets? Parce que là, je regarde, il y a du concret dedans. Il y a quand même du concret et le travail du terrain ne s'arrêtera pas que dans ces rapports. Mais la réalisation se justifie sur le terrain. Mais je me pose la question aujourd'hui, qui doit valider tout ça? En fait, là, on est dans cette démarche où on doit mettre en place cette structuration progressivement. Et donc, ce séminaire, il a aussi cet objectif-là. Quand on parle des acteurs, c'est tout le monde. C'est aussi bien les acteurs étatiques, donc la préfecture, la DAF, la DEAL, tous les services qui tournent autour de l'État, donc l'ONF. Après, on a les collectivités territoriales, donc en premier lieu le département, mais on a aussi les intercommunalités qui ont aussi des compétences en matière d'environnement, de police de l'environnement. On a les associations environnementales qui sont là. Il y a aussi la justice qui est très important aussi dans cette démarche, justement pour que voilà, cette politique soit aussi cohérente. La réflexion, elle a été portée et poussée très loin pour que l'ensemble des acteurs puissent avoir leur place dedans. Parce qu'on a aussi le SDIS qui est de plus en plus sollicité pour lutter contre les incendies. Donc, tous ces acteurs-là, et la population, la société civile aussi, les propriétaires fonciers, parce qu'on a pas mal de propriétaires fonciers qui sont là aussi, qui ont leur part à jouer. Il y a aussi les occupants, parce que souvent les propriétaires ne sont pas forcément
les occupants sur le terrain. Donc tous ces acteurs-là, c'est ce monde-là qu'on espère réunir et qu'on a déjà commencé à réunir avec ces ateliers et qui ont abouti à ces propositions. Maintenant, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et le séminaire du jeudi prochain, il a vocation à restituer ce travail-là, mais surtout, vous voyez qu'il y a aussi des ateliers, c'est de réfléchir à aller encore plus loin. Et il y a toujours en filigrane ce projet de pacte des acteurs de l'environnement. Alors, ce projet que vous tenez tant à cœur, vous a coûté combien de temps? Parce qu'on imagine, il y a du travail là-dedans, hein. Il y a beaucoup de réalisations et les difficultés sont retracées aussi à travers ces documents. Ça vous a pris combien de temps pour mettre tout ça en œuvre? On a commencé en 2021, donc là on est en fin 2024. Certes, il y a eu un petit temps en fait de flottement avec les différentes élections, les différents phénomènes qui sont passés sur le territoire. Mais vous voyez, on est aussi sur une démarche de changement de méthode, de changement de pratique et d'amener les uns et les autres, non pas chacun en restant sur son côté et à envoyer la balle aux autres, mais c'est de regarder ensemble qu'est-ce qui est possible de faire ensemble. Et on va essayer de mettre en avant et de regarder ce qui est possible. Et non pas, voilà, ce qui n'est pas possible. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder ce qui est possible. Et là, forcément, ça prend du temps. Donc, du coup, ça prend du temps, mais les acteurs sont bien décidés à aller au bout de cette démarche et en tout cas de voir sa concrétisation. Donc ce séminaire du jeudi à la Technopole, qui sera aussi rediffusé sur les réseaux sociaux, il a vocation aussi à donner la parole à chacun pour faire en fait son retour d'expérience par rapport à ce qui a été dit aussi et de voir, voilà, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a aussi un élément qui est très important qu'on a tenu aussi à faire apparaître ce jour-là. Donc ça sera aussi le coût de l'inaction, parce que ne rien faire, ça coûte aussi beaucoup plus cher que quand on se met réellement en action. Donc concrètement, comment ça va se passer ce jeudi-là? Donc on va commencer avec l'accueil le matin. Donc à 8 h, on accueille tranquillement les gens et avec un petit déjeuner. Et à partir de 8 h 30, on aura les discours officiels. Et après, on aura en fait les différentes présentations et exposés qui vont venir toute la matinée, donc avec les discours, donc comme on se doit, donc du président de l'Académie, du président du CCE, du département, de la préfecture. On va donner la parole aussi aux gestionnaires, donc à savoir notamment la DEAL, la DAF, le service de ressources forestières, et l'ONF, la réserve naturelle nationale, donc la direction de la transition écologique, le conservatoire du littoral. On va donner aussi la parole aux acteurs, donc ceux qui sont sur le terrain, notamment des associations. On aura aussi le témoignage en fait d'anciens gardes forestiers qui arrivait à faire, qui faisait une mission tout à fait louable jusqu'à maintenant. Donc c'est de ce partage aussi d'expérience. On aura vers la fin de la matinée en fait cette présentation de coûts de l'inaction. Donc pour finir la matinée, et à chaque fois en fait on aura aussi des temps de débat et d'échange. Et dans l'après-midi, ça sera consacré aux ateliers. Notamment, on a prévu 3 ateliers. Donc, un premier atelier sur qui est intitulé « Comment structurer et assurer une surveillance active, continue et efficiente des milieux naturels mahorais ». Donc, je reviens juste autour de la thématique de la fin de matinée. La cause de l'inaction? Le coût. Ah, le coût, ok. Le coût de l'inaction. On remet en cause qui, là? On remet en cause personne et c'est tout simplement le fait de dire que la transition écologique, la prise en compte de l'environnement dans l'aménagement et le développement du territoire a un coût. Mais seulement quand on ne fait rien, on se rend compte que le coût il est beaucoup plus important que si on se mettait réellement à travailler et à faire les investissements nécessaires. Je prends tout simplement comme exemple ici à Mayotte, là on a toutes les difficultés liées à l'alimentation en eau.
avec ces difficultés liées à l'alimentation, à l'eau, pour les activités humaines, mais aussi la biodiversité, on se rend compte que l'ensemble de nos activités sont aussi rythmées par le rythme des tours d'eau, des écoles qui sont fermées, des entreprises qui ne fonctionnent pas normalement. Et tout ça, ça a un coût qu'il faut prendre en compte, la qualité de l'eau, ainsi de suite. Donc, les répercussions de cette politique de l'eau, ou le fait de ne pas de manquer d'eau, sur la qualité de l'éducation, sur la compétitivité des entreprises, sur la santé de la population. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Peut-être que si on avait fait ce qu'il fallait, est-ce que ça aurait coûté beaucoup plus cher que tous ces éléments-là? Le coût de l'inaction, on peut aussi le voir là. On a eu, si on prend un exemple très concret qui s'est passé ailleurs, en Espagne, on a eu les inondations récemment. Donc, des plus de 24 heures qui ont causé plus de 20 milliards de dégâts matériels. Et on ne parle pas de vie humaine aussi. Il y a plus de 220 morts. Et plus de 80, environ 80 disparus. En termes de coûts. Et tout ça rien qu'en 24 heures. Hein. Donc, en termes de coûts humaine, c'est inestimable. Donc, la vie humaine, est-ce qu'il a un prix? Donc, en matière de coût de l'inaction, c'est ça aussi. Hein. Si l'ensemble des éléments de prévision, des alertes qui sont lancées depuis un certain temps, si tous ces éléments-là étaient suffisamment pris en compte, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et c'est là toute la polémique aussi, en fait, la colère de la population qui ressort maintenant, qui disent, bon voilà, qui demandent la démission et la remise en cause de certaines organisations, des politiques, ainsi de suite. Donc, le coût de l'inaction, c'est aussi ça. Hein. Donc, le fait de ne pas avoir pris les bonnes décisions au bon moment, on se retrouve face à ces désarrois, face à ces dégâts qui, finalement, on se dit, bon voilà, si on avait peut-être mis en place les politiques nécessaires qu'il fallait depuis tant d'années, on ne serait pas confronté à ça. Le coût de l'inaction a aussi des conséquences sur la psychologie de la population. Bien sûr. Ces familles qui sont brisées, ces gens qui ont vécu ça, c'est des choses qui sont des traumatismes qui vont rester, qui vont traverser des générations. Et dans votre rapport, vous soulignez tout ça? Dans le rapport, on n'est pas allé très loin là-dessus. Mais je sortirai tout simplement un chiffre très rapide qui a été avancé par l'UICN qui disait tout simplement, ils ont fait une étude très rapide. Si on devait remplacer les mangroves de Mayotte ici par des digues. Et ils sont arrivés à cette conclusion que ça coûterait plus d'1,5 milliard par an. 1,5 milliard d'euros par an. Si on devait remplacer les mangroves par des digues. On n'est même pas sûr que ça tienne. D'accord? Donc, c'est ça aussi la démarche de ce séminaire des acteurs. Donc, quand on parle de coût de l'inaction, c'est aussi ça. Ce que voilà. Il ne faut pas regarder tout simplement, ça coûte cher aujourd'hui, mais ça nous coûtera beaucoup plus cher ou ça nous coûte déjà, nous on est déjà un très bon laboratoire ici sur le territoire, ça nous coûte déjà extrêmement cher. Parce que tous ces jeunes dont l'éducation, la scolarité est mise en difficulté, ça nous revient pleinement sur le développement de l'île, sur la sécurité de l'île, sur l'anticipation, les préconisations en matière d'aménagement et de développement du territoire. Vous nous parlez de la biodiversité. Vous ne restez que sur les côtes de Mayotte, à l'intérieur, ou vous y penchez, vous partez plus loin? En fait, le séminaire va aller beaucoup... il concerne essentiellement, en fait, on s'est intéressé essentiellement sur le volet terrestre. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Et le constat qui a été fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup déjà de documents stratégiques d'aménagement et de développement de l'île qui sont là. Mais on se rend compte que ces documents restent que des obligations administratives, réglementaires. Et une fois le document fini,
qui s'appelle PLU ou schéma de ceci, schéma de cela, on se rend compte que la démarche s'arrête là. Alors que c'est là où ça devrait commencer. Donc l'idée aussi, en fait, de ce séminaire, c'est aussi d'attirer l'attention aux différents décideurs du territoire pour leur dire tout simplement que il faut que ces documents stratégiques qui coûtent aussi de l'argent, donc quand il faut les décliner parce que ça nous coûte aussi du temps pour réfléchir, pour les décliner. Il faut que ces documents-là deviennent des objectifs de territoire avec une planification, avec un plan de financement, mais aussi le pilotage nécessaire pour qu'on décline ces actions-là de manière concrète sur le terrain. Donc là, j'avais donné la première thématique qui est sur la surveillance parce que les acteurs ont fait tout simplement le constat que si on arrivait à mieux surveiller nos milieux, si on arrivait à mieux faire respecter la réglementation, on n'aurait pas ensuite besoin de déployer énormément de moyens pour, par exemple, aller faire du reboisement sur des padzas qui ont été causés par des activités humaines, par exemple. Donc le deuxième atelier, c'est comment faire de l'environnement l'axe stratégique de l'aménagement et du développement du territoire de Mayotte. On est tous d'accord, les acteurs sont d'accord que le premier patrimoine, le premier atout de l'île, on n'a pas de gisement de pétrole ici, c'est quoi? C'est notre environnement, c'est notre patrimoine naturel. Mais on se rend compte aussi que ces mêmes acteurs reviennent ensuite dire que cet environnement, qu'on est tous d'accord que c'est notre patrimoine, que c'est notre richesse, on revient à dire qu'il stoppe le développement du territoire. Et donc, du coup, je pose la question, comment ça se fait que notre principal atout devient notre principal obstacle? Faiblesse, comme tu le dis. Mais... donc, du coup, c'est de réfléchir, en fait, c'est de re-questionner ces choses-là, au lieu de le voir comme un obstacle. Pourquoi ne pas le voir comme une opportunité du développement de notre territoire? C'est notre principal atout ici et notre principal outil d'échange et pour être en concurrence par rapport aux autres. C'est ce patrimoine naturel-là. Donc, c'est changer de vision, changer de discours par rapport à l'environnement. Et le dernier atelier, donc, c'est comment transformer les documents stratégiques, donc on disait là obligatoire et réglementaire, en objectif opérationnel et volontariste d'aménagement pour les acteurs du territoire. Donc c'est tout simplement que les différentes institutions, les différentes autorités, que les documents qu'ils ont eux-mêmes mis en place, qu'ils en fassent tout simplement une priorité pour les décliner concrètement sur le terrain. Et non pas mettre en place un PLU ou un schéma de gestion des eaux pluviales pour ensuite aller faire autre chose, et, alors qu'on a passé énormément du temps dès que, voilà, par rapport au territoire, la priorité c'est ici, c'est ici, c'est ici. Il est plus cohérent d'agir ici et ici, et au final se rendre compte que finalement on est parti sur autre chose. Alors comment vérifier la réalisation de vos suggestions? Certainement, vous saurez à mesure de les identifier parce que vous allez certainement leur lancer des pics et à partir des réalisations, vous allez pouvoir pointer. Mais la population va-t-elle apprendre aussi l'expérience autour des réalisations sur le terrain? Mais en fait, ce qu'on espère, c'est que ce soit les acteurs eux-mêmes, en fait, au travers de ce séminaire, en fait, qui, si tout se passe bien, reviendrait tous les 5 décembre. Et tous les 5 décembre, en fait, on viendrait faire le point. Mais avant les 5 décembre, en fait, on aurait en fait, des animations, en tout cas, cette coordination qu'on espère autour des acteurs de ce travail en synergie, qu'ils pourront faire régulièrement le point dans l'année et que le 5 décembre soit tout simplement ce grand événement, en fait, ce temps fort où on va dire, bon, voilà, par rapport à ce qu'on s'était dit dans l'année, voilà ce qu'on a pu réaliser, voilà ce qui nous a été confronté par rapport à comme difficulté, et voilà les perspectives qu'on propose pour aller plus loin. Donc, ça soit les acteurs eux-mêmes qui s'approprient la démarche, et puis la déclinent, et que l'ensemble des acteurs soient dans cette démarche de synergie, et où ils vont en fait s'accompagner mutuellement
pour décliner en fait ces politiques-là. Et la population, elle a toute sa place dans cette démarche, puisque si tout se passe bien en fait dans cette démarche de coordination des acteurs, il y a aussi les associations qui sont la société civile et auxquelles l'ensemble de la population peut participer. Ce séminaire-là du 5 décembre, l'ensemble de la population est invitée à participer à ces travaux-là et à être le gardien ou les témoins de cette démarche. Alors arrive d'ailleurs, en cette date du 5 décembre, la clôture de la journée, avec un moment fort, la signature du pacte. Donc, on espère en fait ce 5 décembre, donc là, vu les conditions et en fait les contraintes de temps, on n'est pas sûr en fait de pouvoir signer le pacte ce jour-là. Mais n'empêche que on espère avoir quand même la signature des accords en fait sur lesquels en fait l'ensemble des acteurs vont s'engager à travailler pour la mise en place de ce pacte qui va tout simplement consister à dire bon, on met en commun nos efforts et on se coordonne et on met en synergie nos moyens pour réussir ce combat, parce que individuellement les acteurs ne pourront pas le réussir tout seuls. Mais c'est collectivement, avec cette intelligence collective, cette mobilisation collective, qu'ils vont pouvoir, en fait, qu'on va tous pouvoir arriver à à réussir, en fait, ces défis auxquels nous sommes confrontés. Merci. Le vecteur même de cette transmission, d'ailleurs, à travers une meilleure gouvernance, passe par le travail collégial. Je pense aux élus, je pense également aux autorités étatiques, la population civile représentée par le CCEEM de Mayotte. D'ailleurs, on y arrive, hein, à force de se mettre en relation. D'ailleurs, on revient rapidement. Vous avez déjà 20 ans d'existence. Oui, le CCE, il a fêté ses 20 ans le 16 juillet dernier. Donc, c'est une instance qui est là depuis une vingtaine d'années, qui a produit un certain nombre d'ouvrages, qui va continuer à produire d'autres ouvrages de plus en plus importants par rapport aux enjeux du territoire de l'île. Parce que le CCE, c'est aussi ça. Il se doit d'être une caisse de résonance des préoccupations de la population. Donc là, on a l'ouvrage sur le séminaire des acteurs de l'environnement, mais il y a en 2012, on a accueilli l'ensemble des CCE des Outre-mer sur cette thématique, sur comment faire de la jeunesse un atout pour son territoire. Donc ça date de 2012, mais c'est encore pleinement d'actualité. Il y a une évolution entre-temps. Oui, mais en fait, innovations aussi, certainement. Il y a certainement, mais on se rend compte, le fond du problème, il est là. C'est que cette jeunesse, à la date d'aujourd'hui, on l'a subie. On l'a subie comme une faiblesse et non pas comme un avantage. Sur beaucoup de territoires nationaux, voire même en Outre-mer, ils ont perdu ou ils perdent de leur jeunesse. Il y a qu'à Mayotte où on a cette forte potentialité de la jeunesse, mais qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour en faire un réel atout. C'est un peu comme l'environnement. On sait que c'est notre atout, mais pour l'instant, ça reste une difficulté. Il faut se prémunir. Il faut se prémunir, il faut se préparer, il faut s'outiller, il faut surtout se retrouver régulièrement pour échanger et pour partager et voir voilà, comment on gère ces enjeux-là, comment on réussit ensemble ces défis-là. Et c'est ça aussi tout le rôle du CCE. Là aussi, récemment, on a sorti pour la première fois cet ouvrage-là sur l'état de la communication audiovisuelle ici à Mayotte. Donc c'est la première fois que cet ouvrage sortait et qui a permis de débloquer un certain nombre de choses par rapport à nos médias audiovisuels locaux et en particulier les médias associatifs. Donc vous-même, vous avez été un vecteur et un acteur très important de cet ouvrage-là et que vous êtes le meilleur témoin pour témoigner en fait du retombé de cet ouvrage. Il y a cette autre aussi production donc, qui date aussi de 2007 qui est aussi en fait les actes du colloque et qui s'était consacré sur le patrimoine et patrimoine, donc sauvegarde et valorisation
de notre patrimoine, notamment historique, les usines de dessalement et ainsi de suite. On a l'autre ouvrage qui est l'Observatoire des violences, qui vient de sortir en fait dans ce format-là. Donc le projet de mise en place de GIP, d'observatoire de violence, on est quasiment vers la fin en fait de l'aboutissement de ce projet qu'on espère avoir se réaliser là en 2025. On a d'autres choses qui sont en cours. Donc on a eu le concours d'éloquence Tamacha qui s'est passé il y a quelque temps. Donc là on est en train de produire en fait justement le bilan et puis l'album photo qui ressort en fait de cette belle démarche qui doit être réitérée. On a un ouvrage un travail qui a été fait sur les personnages illustres de Mayotte. Donc le travail il est déjà fini et édité. Un autre ouvrage qui est en cours sur les Kitabi Koko. Donc qui est en cours d'édition et voilà d'autres belles perspectives en fait aussi qui vont venir. L'avenir du patrimoine de Mayotte repose chez vous alors dans tous ces cas? On est des contributeurs et on espère tout simplement impulser une dynamique en fait dans tous ces domaines de compétences, mais sans oublier que nous on est là avant tout comme appui. Et on est là pour impulser surtout cette dynamique autour des acteurs qui doivent ensuite s'approprier en fait ces démarches-là pour les décliner. Pour qu'on puisse Je voulais même vous poser la question, à quand est-ce que la vulgarisation de toutes ces réalisations au grand public? Parce que cette jeunesse, je pense, il marque un point d'interrogation à travers ces ouvrages, mais il faut aussi leur montrer le bon chemin. Oui, en fait, ces ouvrages-là, ils ont vocation aussi à être distribués dans l'ensemble en fait des bibliothèques, en fait des municipalités. On a déjà commencé à les distribuer. C'est un travail qui va être poursuivi. Pour que, voilà, ce volet éducation qu'on considère comme très important parce que participe aussi aux autres volets de nos missions, donc notamment l'environnement et la culture. Donc nos différentes productions, notamment les personnages illustres qui permettent justement de situer cette société mahoraise parce que pendant longtemps ici, on n'avait pas de lumière, on n'avait pas d'école, on n'avait pas de justice de droit commun, mais on avait une société qui fonctionnait. Et on s'est rendu compte que cela reposait aussi sur un ensemble de codes, de règles et surtout des personnalités qui étaient là et qui tenaient cette société mahoraise. Et c'est pour ça qu'on a voulu rendre hommage et puis surtout dire que voilà, l'éducation de cette population, de ce territoire doit tenir compte de ces atouts-là parce que là aujourd'hui on se rend compte qu'on a la lumière, on a tout pour réussir mais finalement on se rend compte que on a beaucoup de dérives aussi qui viennent entacher ou bloquer le développement en fait harmonieux de ce territoire. Et donc, pourquoi pas ne pas faire un petit retour en arrière pour questionner nos bases de la culture, la base de notre éducation pour pouvoir mieux structurer l'avenir de ce territoire. Belle analyse pour notre territoire de Mayotte autour de l'environnement, de l'éducation, mais également de la globalité, tout simplement, de notre bien-être. Merci, monsieur le directeur, et puis bon courage pour le 5. Le rendez-vous est donné à la Technopole de Dembéni. Donc, venez nombreux et nombreuses. Et comment on le dit en Kibushi? Aviama Rotsika. Aviama Rotsika en Technopole de Dembéni. En zo van 10 minuten van Zavani, décembre, Tikamu et tout. Marhaba. Marhaba Nyanki.